Alors bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne, qui paraît-il sont nombreux, pour ce 4e jeudi de la santé. Alors les jeudis de la santé se placent toujours sous le signe du partenariat, et particulièrement cette fois. Partenariat à la faculté de médecine, parce que c'est un partenariat entre les formations CAS, DAS, MAS, management des organisations de santé, et puis le MAS en santé publique, qui a eu lieu ici même dans cette salle jusqu'à il y a une demi-heure à peu près. Et un partenariat qui est incarné ici par Maëlle Achard. Merci Maëlle. Donc tu peux te lever et t'installer là si tu veux, puisque tu vas participer à cette table ronde. Donc Maëlle Achard, qui est fraîchement diplômée du MAS en santé publique, qui va venir chercher ici tout à l'heure son diplôme, dans une cérémonie qui aura lieu à partir de 6h30. Et je l'en félicite. Et c'est une collaboratrice scientifique dans nos formations en management des organisations de santé. Donc elle incarne tout à fait l'idée de ce partenariat. Et c'est elle-même qui a composé cette table ronde et qui va très prochainement commencer, elle l'a appris hier aussi, donc beaucoup de bonnes nouvelles, qui va commencer une thèse de doctorat sur le sujet de l'engagement du patient. Donc je m'en réjouis et je te félicite pour tout ça. Et on se réjouit de t'entendre dans cette table ronde. Alors, quel meilleur sujet dans ce contexte que la question du partenariat patient pour incarner ce partenariat entre ces deux formations. Et depuis une vingtaine d'années à peu près, les organisations de santé, vous le savez, sont engagées dans une transformation profonde et difficile, où on passe d'une organisation qui serait centrée sur l'offre à une organisation centrée sur la demande. Et ça exige en fait, à tout instant et en tout lieu de l'organisation, quand je dis tout lieu, c'est au niveau micro par exemple, qui est représenté ici par deux personnes dont on parlera tout à l'heure, et au niveau méso de l'organisation, donc un niveau qui est au-delà de la clinique même et qui est plus dans les protocoles notamment. Et à tous ces niveaux de l'organisation, il faut se donner aujourd'hui les moyens de recueillir et de prendre en compte la parole du patient. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se demander comment on fait, comment ça s'intègre dans nos organisations, comment on devient vraiment partenaire avec les patients, comment est-ce qu'on crée de l'interprofessionnalité avec les patients. Donc un patient qui devient aujourd'hui tour à tour expert, on parle de patient expert, qui devient aussi collaborateur. En gros, on lui donne une partie du boulot, un petit peu comme on le fait aussi dans la grande distribution, dans le self-service. Il devient aussi citoyen, c'est-à-dire qu'il est mobilisé pour prendre des décisions politiques, pour faire du lobbyisme, parfois, dans les institutions politiques. On en parlera aussi tout à l'heure. Et qui devient aussi client. Et ça, c'est un autre aspect qui, parfois, pose problème aussi dans nos organisations. Et pour tout ça, on peut se poser la question, comment on fait de la place à toutes ces figures de patients dans nos organisations de santé? Alors, tout ça, évidemment, ça modifie les processus cliniques, mais ça modifie surtout les organisations. Et bien sûr, c'est de cela qu'on cherche à parler aujourd'hui. Alors, pour en parler avec Maëlle aujourd'hui, nous aurons Fatima Yatim Doma, je te remercie de rejoindre ta place, donc, qui est maître de conférence, peut-être maîtresse de conférence, tu veux. Maître, parce que c'est un grand débat, toujours. Donc, elle est maître de conférence en management au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et elle est spécialiste du management des organisations de santé et de l'engagement du patient. Je te remercie d'être venu, et évidemment, à chacun d'entre vous, je vous laisserai le temps de vous présenter un petit peu plus avant. On accueille aussi Pierre Souter, qui est patient partenaire au HUG depuis 2017
et patient partenaire ambassadeur depuis 2024, et qui représentera avec Maëlle le niveau méso de l'organisation. Et pour représenter le niveau micro de la clinique, je demanderai à Frédéric Sitaram, qui est médecin associé en réadaptation cardiovasculaire au HUG et médecin indépendant aussi à Genève, et spécialiste de l'éducation thérapeutique, de rejoindre le panel, et qui est à l'origine d'un certain nombre de dispositifs innovants depuis 2007 déjà, qui se mettent en place, et donc qui fait partie des précurseurs d'une réflexion sur l'engagement du patient. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, c'est venu spontanément du corps médical. C'est assez rare quand même pour être souligné. Donc c'était intéressant d'avoir Frédéric Sitaram à cette table ronde. Je vous remercie d'être venu. Et enfin, Xenia Thévaux, qui est artiste visuelle et qui est patiente partenaire, qui a beaucoup travaillé justement avec Frédéric Sitaram à mettre en place des dispositifs innovants qu'on n'appellera pas de l'art-thérapie, mais qui ressemblent un petit peu quand même. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Dans un premier temps, alors je pensais demander à Fatima de nous faire une espèce de cartographie des pratiques et des concepts que recouvre l'engagement du patient, pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et puis ce qui se passe dans d'autres contextes, avoir un peu cette histoire de ce que c'est que l'engagement du patient. Donc je te donne la parole, et je te remercie. Merci beaucoup Mathias, merci Maëlle de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous et puis d'échanger sur un sujet qui me... Je suis engagée de mon côté aussi, tout en gardant mon objectivité de chercheur. Alors, ce qui est... Merci. Ce qui est assez intéressant, c'est avec les questions de partenariat patient ou initialement la question de l'engagement du patient. Comme tu l'as dit, il y a différentes manières un peu de définir la place ou de faire évoluer la place du patient dans les systèmes de santé. Tu l'as évoqué, il y a le niveau micro, il y a le niveau méso, au niveau de l'organisation qui nous intéresse, je pense plus particulièrement, moi personnellement en tant que gestionnaire. Et puis il y a le niveau engagement au niveau des politiques publiques, l'engagement citoyen. Et on va retrouver un peu des traductions, des dosages qui vont être différents d'abord selon la réalité des pathologies, selon le profil des patients, mais il y a quand même la dimension pays qui est assez importante. Moi, je suis toujours surprise de voir un peu les évolutions en fonction des caractéristiques propres au système de santé. Par exemple, je pense que la France est plutôt une dimension très réglementaire. On est arrivé à ces questions-là via les droits des patients. D'abord, la première pierre à l'édifice, ça a été celle de reconnaître les droits et petit à petit la représentation. Et puis les dernières années, il y a eu la question du partenariat qui est arrivée grâce au modèle de Montréal et puis grâce au modèle de l'engagement aussi. Ce sont les deux grands modèles théoriques qui font l'objet de consensus. Et du coup, on voit néanmoins, malgré les spécificités nationales, on arrive à une certaine convergence pour, en fait, poser une question centrale. D'abord, définir un principe commun, je pense, qui est partagé, quelles que soient les approches selon les pays, quelles que soient les pathologies, quel que soit le profil des patients. Le principe cardinal, c'est finalement... c'est un peu comme l'ont dit les associations au tout début des mouvements associatifs, rien sur moi sans moi. Il y a ce principe-là. J'ai une expérience, j'ai vécu quelque chose, difficile ou plus ou moins difficile, mais cette expérience, elle peut être mobilisable et bénéfique pour les établissements. Et tout l'enjeu, il est là. Et plus particulièrement sur le plan organisationnel, parce que finalement, on se pose toujours une question, qu'est-ce que le partenariat avec le patient, l'engagement du patient
que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan un peu plus citoyen et encore davantage sur le plan organisationnel, qu'est-ce que ce partenariat ou qu'est-ce que cet engagement, qu'est-ce que cette participation va apporter de plus? Je donne un exemple simple, les hôpitaux ont l'habitude de travailler avec des consultants, ils ont l'habitude de travailler avec des chercheurs. Et bien finalement, qu'est-ce que les patients vont apporter de spécifique? Et ce qui ressort un peu parce que c'est quand même des travaux de recherche qui ne sont pas si anciens que ça. Il y a 10-15 ans qu'on a commencé vraiment à aller sur le terrain, expérimenter, évaluer et étudier de manière un peu plus formalisée ce type de démarche. Et ce qui ressort finalement, la caractéristique distinctive du partenariat ou de l'engagement du patient, ça se positionne à 2 niveaux. Je dirais le premier niveau, et je pense que les expériences qui vont être partagées aujourd'hui le caractérisent un peu. Le premier rapport distinctif, c'est d'amener les professionnels à poser les problèmes différemment. C'est d'abord partager leur perception des problèmes. Je vous donne un exemple très simple. Je ne sais pas pour la Suisse, mais en France, il y a un réel problème de délai d'attente. De manière générale, que ce soit aux urgences, que ce soit pour les consultations à l'hôpital, et maintenant de plus en plus les consultations en ville, parce que voilà, il y a une forte demande et l'offre n'est pas suffisante. Donc cette question des délais d'attente, en gestionnaire que je suis, on pourrait se dire, bon, bah, c'est une question de moyens. Okay, les institutionnels, les professionnels, on peut se dire c'est une question de moyens et de fait c'est une question de moyens. Mais quand on travaille avec des patients partenaires et on réfléchit sur comment on peut réduire les délais, ce qui nous ramène en premier, c'est d'abord les conditions d'attente. C'est d'abord les conditions d'attente. Donc le problème des délais est là, mais si on peut régler aussi et peut-être avant les conditions d'attente, par exemple, l'information qui est donnée pendant les périodes d'attente, par exemple, les conditions matérielles, les conditions physiques de l'attente. Donc, il y a tout un tas d'éléments que les institutionnels, les professionnels ne vont pas identifier au moment où on construit le problème, au moment où on le pose. Et parfois, on constate que les patients, ils sont beaucoup plus indulgents qu'on ne le pense. Ils comprennent les difficultés des professionnels, ils comprennent les difficultés des établissements. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est aider à poser différemment les problèmes et les difficultés rencontrées par les établissements. Le deuxième aspect qui me semble très important, là où il y a un apport réel aussi, c'est construire les solutions de l'autre côté. Ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'information, les conditions de l'attente, etc., est aussi vrai. Donc il y a cette dimension, quand on est professionnel dans nos domaines respectifs, ben on a nos orientations, nos repères, nos référentiels, et forcément des choses, on va dire le bon sens profane, eh ben on n'y a pas accès parce qu'on est formaté. Qu'on le veuille ou non, consciemment ou pas, on est formaté. Et donc le regard profane, j'aime bien dire naïf parce que c'est vrai, mais dans le sens positif du terme, hein, le regard ouvert des patients va amener à regarder d'abord les problèmes différemment et du coup à envisager d'autres solutions. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux principaux apports distinctif du partenariat avec les patients, sachant que y a une idée, et Mathias, tu connais ça très bien avec les travaux que tu as pu faire sur la personnalisation. Le cœur du sujet, c'est de se dire que les professionnels, les institutionnels ont leur perception de la qualité, ont leur définition de la qualité, les critères de la qualité, mais ce n'est pas forcément celle des patients. Donc pour moi, le point central vers lequel il faut s'orienter, c'est vraiment d'intégrer cette idée-là que les critères institutionnels et même les critères professionnels, cliniques, etc., peuvent être complétés par les critères des patients, leur perception, leurs préférences, etc. Et ce n'est pas forcément conflictuel. C'est même un moyen
d'arriver à des compromis, et notamment sur les questions des moyens. Après, je dis ça, je n'exclus pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir. On est, combien même ça apporte des réponses, un impact, et là, ce sont des choses qui sont avérées sur le terrain, à travers les études et les recherches qui ont été faites, et puis à travers le retour qu'on peut avoir des professionnels. Il reste quand même des difficultés à tous les niveaux. Pour le cas de la France, on a des difficultés particulières parce qu'on a un système très institutionnalisé, très réglementaire, donc il y a des résistances dans ce sens-là. Mais dans les autres pays où il n'y a pas cette contrainte réglementaire, on se rejoint un peu sur des freins similaires, que ce soit en termes de disponibilité des patients partenaires. Ce n'est pas une question anodine que de mobiliser des personnes qui sont souvent volontaires, donc c'est pas une chose aisée. C'est la question aussi de la résistance qui existe aussi, parce que c'est pas tout ça n'est pas... Il n'y a pas toujours consensus, le conflit existe, les positionnements antagonistes existent, les rapports de force politiques dans les organisations existent, donc il y a ce travail-là qui se fait. Je propose qu'on revienne un petit peu plus tard sur les conflits, parce que c'est un point très important. Je pense qu'effectivement, c'est un enjeu énorme d'organisation du travail, mais est-ce que tu peux me dire déjà ce qui a été mis en place, situer ça historiquement peut-être, et dire quel type de dispositifs ont été mis en place? Et tu as beaucoup parlé de la dimension légale en France. Oui. Et dans quel contexte ces lois sont arrivées? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans les années 2000, un peu plus tard aussi, tout à coup, tout le monde s'est posé la question de comment on peut intégrer le regard du patient. Enfin, tu vois, c'est pas arrivé magiquement, ça aurait toujours été utile, mais c'est arrivé là. Il y a peut-être des enjeux aussi financiers aussi. Et donc j'aimerais voir si ton regard un peu plus international peut nous permettre de poser quelques jalons historiques. En fait, il n'y a pas... Et quelques dispositifs aussi. Oui, le cas de la France est un peu particulier, et justement, la France a rejoint un peu ce qui se passe au niveau international. Mais pour le cas de la France, et je pense que c'est une question qui a été présente dans les autres pays, c'est dans les années 80-90 avec le VIH et les difficultés des associations de patients à être accompagnés, à être écoutés et à recevoir des traitements. Donc il y a un mouvement associatif qui a émergé. En France, le contexte a été particulier parce qu'en plus, il y avait des affaires, des scandales sanitaires. Donc, il y a une dimension politique, idéologique qui a émergé. Et la réponse politique a été des lois qui installent des droits des patients. Donc là, c'est un contexte assez spécifique. Mais... on va dire, la France a rejoint, avec un peu de retard, a rejoint le mouvement international. L'éducation du patient, la question de l'adhérence, la question de l'accompagnement, l'autonomisation, elle est présente depuis quelques années. Elle a pris une coloration politique dans certains contextes. Mais on se retrouve au final, aujourd'hui, avec 3 modèles. Il y a le modèle très réglementaire en France. Il y a le modèle quand même assez politique, je dirais, au Canada, au Québec, plus particulièrement. Le modèle de Montréal, il est assez politique. Il y a un principe derrière pour le partenariat, c'est de reconnaître l'expérience, c'est de reconnaître la complémentarité des savoirs. Donc, il y a un enjeu comme ça. Et puis, je dirais, il y a un modèle très pragmatique aux États-Unis, où on parle beaucoup plus d'engagement que de partenariat d'ailleurs, parce que derrière la question de l'engagement, c'est d'accompagner le patient vers l'autonomie au bénéfice de son parcours clinique, mais aussi pour des questions d'efficience. Parce que quand votre rémunération dépend des résultats cliniques, vous avez tout intérêt à avoir un patient qui est plus impliqué, parce qu'un patient impliqué, meilleur résultat clinique et donc de meilleurs financements. Donc, il y a les trois, un peu, les trois approches. Le modèle pragmatique, oui, le modèle légal et le modèle idéologique politique.
Il y a un peu de ça, avec cet enjeu-là de reconnaissance des savoirs, et puis le modèle français qui est un peu très réglementaire, institutionnel, même si tout se rejoint. Au cours des dernières années, il y a quand même un certain consensus, et j'ai l'impression que tout le monde travaille plutôt sur le comment, pas le comment mais général, mais le comment efficace. D'accord, donc on essaiera de voir après ce que produisent finalement ces modèles en termes d'organisation, comment est-ce que les gens apprennent. Enfin, on sent bien qu'il y a des incitatifs différents d'un côté et de l'autre, et puis après, face à ces incitatifs, que font les acteurs? C'est ce qu'on va aller voir maintenant, ce que font les acteurs chez nous. Alors, il y a le programme de patients partenaires au HUG. Maëlle, si en 2 mots, peut-être tu peux un peu nous décrire ce programme et peut-être son histoire. Oui, volontiers. Merci Mathias, merci Fatima pour la présentation. Tu peux reprendre le micro de ton côté, on entendra mieux. C'est vrai qu'au HUG, on s'ancre dans ce modèle politique, je dirais même ce modèle citoyen, finalement, qui a émané de la base et puis de la demande des patients eux-mêmes de participer davantage à leurs soins et à la construction du système de santé. Donc la particularité du programme qui s'appelle le programme Patient Partenaire plus 3P pour le public, le proche et les professionnels au HUG, c'est justement de se reposer sur le volontariat des patients pour interagir dans le système de santé. Donc on est loin d'une approche formelle, légale, incitative d'un gouvernement. Donc au HUG, ce programme est né en 2016 et puis il a été pérennisé en 2021. Donc maintenant, il est acquis et dans les statuts de l'hôpital, effectivement, ce programme est amené à perdurer. Et c'est un programme qui intègre des patients volontaires comme partenaires actifs dans différents domaines, le domaine des soins, mais aussi le domaine de l'enseignement, de la recherche et puis le domaine de l'organisation. L'objectif de ce programme, c'est de développer une culture du partenariat qui soit pérenne, en intégrant le savoir expérientiel des patients. On pourra entendre ensuite nos patients nous décrire un peu plus ce qu'est ce savoir expérientiel. Donc là, on s'éloigne d'une vision patriarcale du modèle de santé pour aller vers la reconnaissance d'une connaissance justement des patients. Et ça, donc, que ce soit au niveau méso, au niveau micro ou au niveau macro. En plus de l'intégration des patients à ces différents niveaux, le programme Patient Partenaire a aussi développé des axes de formation pour diffuser un peu la politique de leur projet. Et il y a différentes formations. Les formations qui sont plus dans le niveau du domaine des soins. Donc là, c'est des formations qui s'adressent directement aux professionnels, aux cadres et puis aussi récemment aux patients partenaires parce qu'il est aussi important de former ces patients. Et là, par exemple, c'est des projets tels que repenser l'accueil, donc des projets très concrets, repenser l'accueil des urgences à l'hôpital, ou bien améliorer la collaboration entre les professionnels et les patients, ou vulgariser des informations médicales, qui est aussi un aspect très important et dont on a vraiment besoin. Il y a aussi des formations qui développent plus le co-enseignement, c'est-à-dire des formations qui ont été co-construites avec différents centres, différents acteurs de l'hôpital, le centre de simulation et puis le centre d'éducation thérapeutique, des acteurs historiques de l'engagement du patient. Et puis, dans ces cas-là, les patients co-animent des formations avec des professionnels. Et enfin, il y a tout un volet de formation sur la recherche clinique, donc des patients qui sont maintenant intégrés dans des protocoles de recherche afin que les projets de recherche qui sont adressés aux patients, mais finalement répondent vraiment aux questions et aux problèmes qu'eux vivent au quotidien. Au niveau organisationnel, ça n'a pas tellement modifié la structure de l'hôpital. Les structures sont restées les mêmes, mais par contre, les stratégies de leadership pour les projets qui intègrent des patients ont été modifiées avec des approches qui sont évidemment beaucoup plus collaboratives et puis qui mettent en avant le partenariat. Et donc, ces approches nécessitent de développer des compétences de communication, des compétences spécifiques finalement de communication et de médiation, et puis de gestion participative. Bah ça, sur ces compétences, on reviendra après, je crois, dans effectivement la dimension impact organisationnel, et puis effectivement compétences à développer, ça me semble être un point important. Pierre Souter a fait partie donc, de ce programme. Et j'aimerais bien qu'il nous dise un peu comment lui, il perçoit ce programme et puis concrètement ce que ça veut dire pour un patient de devenir un patient partenaire. Alors, faire partie du programme Patient Partenaire, pour moi personnellement, du moins, c'est un vrai bonheur. J'ai eu
3 interventions, la thyroïde en 2011, en 2014 un triple pontage, et en 2021 il me manque une expérience en orthopédie. Alors je me suis cassé la figure sur une plaque de glace au village chez nous, ce qui fait qu'il a fallu opérer par 2 chirurgiens, donc j'en ai profité pleinement. Lors de la cardiologie, quand on m'avait annoncé ce qui m'attendait, j'avais tout de suite mis ça en positif, et lors des contrôles que j'avais, je disais aux soignants, je me suis réjoui de venir vous trouver. OK. Pourquoi? J'ai dit parce que je sais que je vais apprendre plein de choses. Et puis avec ça, au fait, sans me rendre compte, j'ai créé ce partenariat. Toutes ces réactions positives, comme je l'ai pris, bien que je savais que ça allait être lourd, mais, et que j'allais m'en sortir, c'était ma première pensée, que j'ai créé ce partenariat, ça figurait dans les rapports, les soignants l'ont lu, et puis l'approche était totalement différente. J'avais l'impression d'avoir cassé ce mur protocolaire entre le patient et le soignant. Je reconnaissais au fait, derrière cette blouse blanche, il y a un humain qui est là pour me soutenir, et j'en ai reçu un soutien énorme. Quand on m'a présenté le programme Patient Partenaire en 2017, c'était encore un projet, j'ai dit, alors 6 mois maintenant, avec tout le soutien que j'ai eu, 6 mois maintenant, je peux faire quelque chose. Pour des soignants, ça sera que du bonheur. En même temps, on en a parlé, vous l'avez dit les deux, c'est aussi un acte citoyen pour moi. C'est-à-dire, j'ai vécu quelque chose, de faire profiter d'autres gens de ce que moi j'ai vécu, c'est aussi... Pour moi, c'est un vrai bonheur. Alors après, on est engagé effectivement dans différents projets. Chaque fois quand il y a un projet qui concerne les patients directement, il y a toujours quelqu'un de notre groupe qui est dedans. Personnellement, j'ai aussi fait des rôles de patients simulés, c'est-à-dire une amnèse pour des pharmaciens ou un patient dont le pronostic vital était engagé. Là, j'ai pu profiter de 2 jours et demi d'expérience de soins intensifs après la cardiologie. Donc, on peut profiter de ça, on peut faire profiter d'autres de ce moment qu'on a vécu, qui était effectivement très intense. Et puis, par exemple, il y avait aussi un projet, ça a été un petit peu médiatisé aussi, l'accueil des patients dans une salle d'opération en orthopédie. On arrive au fait avec ses habits civils. On était assis dans un corridor, à jeun, bien entendu, déjà depuis 12 ou 18 heures. Puis il y a un train, un chariot qui passe avec les plateaux repas dedans. C'est très, très agréable. On a toute cette odeur. On s'imagine un tas de choses. Ou il y a quelqu'un qui passe avec un lit, il est un petit peu trop large, il a fallu se lever pour se rasseoir, pas très sécurisant. Puis quand ça a été reconnu, on m'a invité de créer cet espace de façon plus agréable. Et puis aujourd'hui, on a un guichet d'accueil, le patient arrive, il est conduit dans une salle d'attente, il peut poser ses habits civils pour se mettre en conformité avec l'intervention qui l'attend. Donc, c'est tout autre chose. Oui, puis vous voyez, plus qu'on avance, quand on voit ce qu'on améliore au fait, c'est-à-dire on construit l'hôpital de demain. Et c'est ça qui, pour moi personnellement, c'est un vrai bonheur. J'ai aussi intervenu à l'HEDS pour des soignants en première année, soins infirmiers, où j'ai joué mon propre rôle de patient avec un petit peu de piquant dedans. Quand même, j'étais un petit peu moins positif que je l'ai été moi-même. Mais là, on peut leur apprendre quelque chose. Donc, vous formez en tant que patient, vous êtes co-formateur des futurs soignants. Ben, j'espère, je leur dis toujours, au plaisir de vous revoir, vous en blouse blanche, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien que je sois habillé en civil, quoi. Aussi dans une formation ITP, où on devait me proposer un cheminement en éducation thérapeutique. Moi, j'ai mis les pieds contre le mur où je pouvais. J'ai joué ce rôle-là, et puis finalement, on a réussi à s'entendre. Plus on a avancé, plus on lâche prise. Après aussi, on s'est dit, tiens, là, tu es quand même obligé d'être d'accord avec eux. Mais toujours avec cet objectif de formation. Et ce qui est chouette, c'est quand on revoit ces soignants après, quelques temps plus tard, une fois quelque part,
eh ben, il y a toujours une reconnaissance mutuelle, au fait. Parce que moi, en tant que patient, je profite aussi. Eux, ils voient derrière mon rideau, mais moi, je vois aussi derrière leur rideau. Alors, c'est là qu'on crée, au fait, ce partenariat professionnel à le savoir-faire, le patient a le vécu, et essayer d'en faire un. Merci. Oui, je retiens en tout cas de ce que tu as dit, Pierre, c'est qu'il y a tu le disais, avant même de faire partie du projet patient partenaire, tu étais déjà partenaire. Et tu avais oui, et que être partenaire, c'est une attitude qui permet une relation de partenariat. Et donc, on reviendra peut-être après sur ces compétences qu'on doit développer pour réaliser ces partenariats et comment est-ce qu'on les formalise, parce que de façon informelle, tu faisais déjà du patient partenariat depuis longtemps. Et on discutera un petit peu aussi de ça. Tu as parlé d'intervention au niveau des formations, au niveau des pratiques cliniques, au niveau local. Est-ce que tu as participé, j'imagine que tu participes aussi, à des projets institutionnels à des niveaux plus méso et plus macro aussi, ou est-ce que tu as aussi des interventions dans des institutions politiques? Oui, ça peut arriver aussi. Alors, bien entendu, je n'ai pas le droit d'entrer dans les détails, puisque c'est quand même, on est aussi nous, alors il faut bien se rendre compte, ce qu'on dit aux soignants est pris un par un, parce que lui, il n'a pas notre vécu, puis surtout, on ne lui le souhaite pas. Et puis deux, on est aussi soumis au secret médical, quoi. D'accord. Et ça se passe comment dans ce cas-là? C'est les institutions qui font appel au projet patient partenaire et comment on désigne dans ce cas-là la personne qui va aller représenter le... Oui, on a une coordinatrice laquelle reçoit la demande, le profil demandé, et puis ensuite, elle choisit par rapport à ces patients-là, elle nous envoie un mail pour nous demander si on est d'accord d'intervenir, si on se sent en mesure de le faire, et puis ensuite on dit oui ou non, puis à partir du moment où on dit oui, on est accueilli par les professionnels, et c'est là on joue notre rôle, soit on donne notre avis, ou ça peut être... Des fois, on fait un petit témoignage par rapport à ce qu'on a vécu pour qu'ils puissent imaginer dans quel contexte, comment je suis en tant que patient dans ce qui nous préoccupe là. Et puis on est intégré là, mais j'ai toujours eu l'impression vraiment qu'on est écouté, quoi. On est vraiment écouté. Merci Pierre. Alors, j'aimerais passer la parole à Frédéric Sitaram pour que vous nous parliez un petit peu de la façon dont vous êtes arrivé à vous intéresser au regard du patient, parce que nous, on est étonnés de voir un médecin, en fait. Ce n'est que le début. Mais J'avais envie que ce soit plutôt Xenia qui intervienne juste avant. Alors, je vous laisse voir comment vous voulez organiser ça, mais effectivement, pour nous parler un peu de ce que vous avez construit ensemble, et puis après, de nous dire dans quel contexte l'un et l'autre, vous êtes allés l'un vers l'autre. Pour m'expliquer pourquoi je préfère que Xenia en parle, parce que j'ai l'impression que en parlant du côté des aspects méso et micro, probablement ça vaut la peine d'entendre vraiment quelqu'un qui vit dans le cœur de l'action. Moi, j'ai une expérience depuis 2007 à différents niveaux, institutionnels ou cabinet, mais c'est vrai que ça peut permettre de me replacer vraiment au cœur du débat, concrètement, comment ça se passe. D'accord. Xenia, merci. Oui. Si vous pouvez nous raconter... Je n'ai rien à rajouter parce que Pierre a tout dit. Il a tout raconté. C'est très bien. Je confirme. C'est bien. Je n'ai pas eu les mêmes pathologies que Pierre. J'ai juste un infarctus. Oui. Un infarctus en 2020. Je suis sortie de l'hôpital le premier jour du confinement, Covid. Et puis, il n'y avait pas de réadaptation, mais qui est venue plus tard, au mois de juin, juillet. Et c'est là où j'ai rencontré le docteur Frédéric Sitaram, qui s'occupait de la réadaptation à Beau Séjour. Et vu que je suis quelqu'un de curieux, d'enthousiaste, et que j'ai reçu tellement de soutien des physios et des médecins, j'avais envie de donner quelque chose en retour, et parce que c'est toujours un échange, c'est pas c'est qu'on reçoit, mais il y a un échange. L'échange s'est fait,
Et petit à petit, j'ai eu des activités au niveau de l'accueil des patients à Beau Séjour, par exemple, comment Beau Séjour pouvait améliorer l'accueil des patients. Et ça, c'était assez laborieux parce qu'il fallait tout voir, toutes les réactions des patients, comment ça se passe à l'hôpital. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est mieux maintenant qu'avant. Alors, j'ai aucune preuve, mais c'était très intéressant. C'était passionnant. Et puis, Frédéric m'a proposé de parler des ordonnances muséales. Et comme tout ce qui est, je suis artiste à la base, comme tout ce qui est art, ça me parlait vraiment beaucoup. Et il y a la télévision qui s'est intéressée à ça, ça a passé aux nouvelles, ordonnances muséales, c'était magnifique. Aussi basé sur le modèle canadien, évidemment. C'était en 2022, je ne sais pas. Le démarrage, oui, en 2019. Oui, mais ce que nous, on a fait, c'était avec un de nos partenaires, le musée de l'Ariana. C'était en 2022, je sais pas. Oui, et après, il y a des partenariats des HUG avec le musée d'art et d'histoire à Genève, avec le musée d'ethnographie. Et petit à petit, c'est construit, ces visites au musée avec les patients qui font partie intégrale de la réadaptation. C'est pas, tiens, on va aller au musée, ah ouais, non, c'est on marche au musée, vers le musée, c'est la réadaptation, ça fait partie de ça. Les patients arrivent au musée et puis ils ont la visite VIP avec en dehors des heures d'ouverture, avec une guide ou un guide. Et puis à la fin, on a régulièrement un atelier parce que la créativité aussi, il ne faut pas parler que de l'art. L'art, c'est majuscule, c'est énorme. Mais la créativité au quotidien, faire des choses avec ses mains, ça peut faire du bien aussi. Et là, on a vu les réactions des patients, c'était incroyable. Ils ont dit qu'ils pensaient déjà plus à leurs propres problèmes. C'était bien, que ça les avait transformés, qu'ils avaient repris goût à la vie, et aussi, et ça c'était aussi important, de se préparer à la vie normale, donc de se projeter dans une nouvelle vie. Je dis nouvelle vie parce que souvent c'est une renaissance. Est-ce que je donne la parole à... Si vous voulez, mais j'allais juste vous poser une question. Oui, mais je veux pas sur le... Oui, bien sûr, mais sur les visites muséales dont vous parlez là, est-ce qu'il y a des professionnels et des patients partenaires? Et donc, je me demandais dans quelle mesure l'art pouvait être un moyen de faire un lien, d'améliorer la relation avec les professionnels ou pas. Est-ce que vous avez observé des choses autour de ça? Voilà. C'est le partenariat, c'est une question de relation dont parlait tout à l'heure Pierre. Alors je réponds. Oui, il va répondre. Ouais. Je vais répondre sur plusieurs niveaux. Peut-être c'est aussi. Et si vous pouvez juste rapprocher le micro, ce serait formidable. Je peux parler aussi un peu plus fort. Hein. Ouais. Tout à fait. Très bien. J'ai entendu ma voix un peu grave là. Ouais. Ça permettra de parler d'autre chose juste après. En fait, ce qui explique, il me semble là, je suis en stéréo. Ce qui explique Pierre et Xenia, c'est qu'à la base de mon expérience et puis de l'expérience que j'ai eue avec eux, c'est la rencontre. Et puis peut-être ce qui est fondateur pour nous, j'étais ravi de t'entendre dire ça, c'est des personnes qui se rencontrent dans un désir d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe et d'améliorer quelque chose qui fonctionne peut-être pas idéalement, ou peut-être de s'épauler ou de se considérer comme étant des aidants mutuels dans une situation complexe. Et puis, peut-être ce que tu rajoutais pour répondre à votre question concrètement, les visites de musées, elles ont été faites à Montréal sur l'initiative à la fois du Musée du Beaux-Arts et des médecins de famille, qui répondaient à un besoin. Et le mot de besoin, ici, il est central. Le besoin, c'était quoi ? Un accompagnement psychologique des gens qui ont une maladie chronique.
Et donc à Montréal, ils ont posé ce partenariat entre les médecins de famille et le musée des Beaux-Arts. Et puis ils ont dit, il faut faire des ordonnances de musée. Nous, ce qu'on a fait à Genève, c'est un peu différent. On a essayé de réfléchir aux besoins des personnes. Et on a utilisé les visites de musée comme étant plutôt quelque chose en rapport avec soit les besoins culturels, et ce qu'on appellerait finalement d'améliorer la santé culturelle des personnes, au sens où c'est amélioratif pour eux, développer leurs ressources créatives dans un moment de transformation, accompagner un mouvement émotionnel et puis d'expression de ces expressions, d'en faire quelque chose, et puis de découvrir du nouveau. Alors, est-ce que ça améliore les relations avec les professionnels de santé? Oui, parce qu'on a construit les visites de musée avec les patients et avec les professionnels. Donc déjà, au démarrage des activités, on n'a pas donné une ordonnance pour aller seulement, parce qu'on a essayé ça, évidemment. Ça marche pas. Autant dire que ça ne marche pas, quoi. On a fait 3 mois comme ça, successifs, mais on ne va pas rester longtemps comme ça. Prescrire, par définition, c'est aller à l'échec. Parce que si on n'est pas demandeur de quelque chose, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le mot, et là on est dans le niveau méso, la notion de prescription, je te dis qu'il faut faire, ça a peu de chances de fonctionner si ce n'est pas quelque chose qui est un consentement. Le mot n'est pas terrible, le mot consentement en ce moment, mais en fait, on s'accorde sur la notion des besoins et qu'on se retrouve sur un partage de ce qui est nécessaire d'être fait à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que c'est le soignant qui sait et c'est le patient qui sait, ça veut dire qu'il y a un endroit, et ce qu'on appelle le soin, c'est la relation, où on transforme un espace intermédiaire dans des possibles qui arrivent. Et les visites de musée sont vraiment dans ce sens-là. Des Exactement. échanges. Il y a plein de choses qui se passent. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, oui, les professionnels de santé font partie des visites de musée, mais aussi les administrateurs ou les secrétaires sont venus participer dans ces visites de musée, pas comme des patients et des soignants, ou des administrateurs, ou des gens de la politique publique, ou je ne sais pas qui d'autre, mais comme des personnes qui posent des questions autour de sujets fondamentaux, existentiels, et qui sont le lieu, finalement, d'une rencontre. Évidemment, c'est du soin. On peut l'appeler soin culturel, on peut l'appeler soin éducatif en santé, on peut l'appeler soin émotionnel, on peut l'appeler pédagogie, tout ce que vous voulez, c'est du soin. Et cette question-là, qui s'est posée avec les visites de musée, s'est aussi développée avec un atelier de chant choral pour les patients, des ateliers de poésie, aussi avec des patients, du théâtre du vécu, évidemment, plein d'expériences où le centre de la problématique se trouve autour, c'est quoi les ressources des personnes, c'est quoi les problèmes qu'elles affrontent, et comment on fait coïncider ressources et problèmes pour améliorer la situation. Ça, c'est l'expérience des visites de musée. Est-ce que ça répond un peu à votre question ? Oui, exactement. On commence dire, à rentrer effectivement dans l'organisation du dire travail et dans la transformation de la relation de travail. Ça veut dire co-construction, posture de co-construction. Pas de définition de programme sans réfléchir ensemble à comment on réfléchit à cette histoire, c'est quoi les hypothèses que l'on peut mettre sur la table. Quitte à pas être d'accord toujours, quitte à mettre même, à prendre des avis des autres et créer ce qu'on appelle une interprofessionnalité ou un laboratoire de construction où chaque personne a des choses à dire, et pas forcément en tant que patient seulement. Bien sûr, l'expérience patient a une importance, mais là, j'ai rencontré un artiste. Donc, et puis peut-être qu'on est tous un peu des artistes aussi. Oh, ça me fait plaisir. Oui, j'allais vous demander dans quel état vous étiez avant cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez ouvert l'oreille à cette rencontre? J'ai un conflit d'intérêt avec la médecine depuis très longtemps. Je suis médecin généraliste et j'ai renoncé à faire des études de spécialité pour être médecin généraliste rural, il y a fort longtemps en arrière. Donc j'ai commencé ma carrière dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de ressources. Donc concrètement, j'étais dans un village au sud de la Martinique où il y avait beaucoup de personnes en situation de diabète pour lesquelles finalement l'accessibilité de l'enseignement pour des gestes et des compétences techniques n'était pas facile. Donc j'ai commencé à travailler avec des personnes qui avaient besoin de se fédérer en groupes constitués dans les familles ou dans les quartiers pour apprendre à faire leurs soins. Et moi, j'étais un peu démuni parce que j'avais que des compétences de médecin, donc il a fallu que je me base sur l'expérience des personnes pour développer des activités. Première chose, assez concret, basique en fait, ce qu'on appellerait une démocratie en santé, au sens, moins on est de compétences d'expertise, plus on va apprendre ensemble. Et puis là, on a développé des choses qui ont été assez intéressantes, assez micro. Ensuite, j'ai été appelé dans un réseau de prévention des AVC. On m'a demandé d'amener à aider les gens à se transformer après un accident vasculaire cérébral et prendre soin de leur santé par la suite. Évidemment, moi, j'étais tout nu par rapport à ça, parce que ce n'était pas vraiment mon domaine de compétences.
À qui j'ai fait appel? J'ai fait appel aux familles, aux patients et aux professionnels de la situation pour monter un projet qui sera en rapport avec l'apprentissage de ce qui est nécessaire à cet endroit-là, et puis peut-être l'accompagnement de ces personnes après. C'était au sein d'un réseau. Voilà, ça a commencé comme ça. Ça, c'est ma sensibilité, peut-être personnelle. Et puis après, ça c'était en 2007. Je suis arrivé en 2009 à Genève, puisque de cette histoire, finalement, est arrivée l'idée que finalement, d'abord, je ne savais pas grand-chose et je ne pouvais pas prétendre à comprendre la réalité des personnes si vous ne me mettez pas dans des moyens extrêmement importants et des compétences d'écoute qui étaient importantes. Donc je suis venu me former en éducation thérapeutique du patient dans la maison mère genevoise, qui était le service du professeur Alsal à l'époque, qui maintenant c'est la 50e année de ce service, très précurseur. Et quand je me suis formé ici, non seulement je suis venu d'abord en étudiant, dans des allers-retours, puis après je suis resté à Genève et j'ai fait 10 ans de service d'enseignement thérapeutique. À cet endroit, la question du partenariat, c'était pas vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que la posture éducative fait partie des stratégies et même de l'organisation structurelle des entretiens pour définir une problématique. Pas d'entrer en matière avec un entretien de compréhension sans se mettre dans des dimensions d'écoute qui permettent de travailler ensemble sur la notion des besoins et d'élaborer une problématique commune avant même de proposer quelque chose. Éducation thérapeutique égale pédagogie, nécessite donc de travailler à la fois sur le savoir, le savoir-faire et puis du savoir-être. Ça veut dire que pour nous, il faut amener des compétences qui sont en rapport avec les besoins des personnes à cet endroit-là. Ça veut dire que toute la stratégie était posée par suite. En 2016, tu le rappelais, Maëlle, est arrivé là, le concept de partenariat qui venait de Montréal avec le CHUM. Autant dire que ça a été un peu une explosion, en fait une goutte d'eau, une tempête dans un verre d'eau, on va dire pour nous. On s'est dit, mais qu'est-ce que ça vient faire le partenariat avec l'éducation thérapeutique? C'était déjà là, en fait, la notion de partenariat. Mais en fait, ce qu'a apporté le partenariat, puis je remercie vraiment le modèle de Montréal de nous amener une tempête, parce que finalement, on a repensé l'outillage qui était de se dire, mais c'est quoi un partenariat vraiment? Est-ce que c'est une collaboration des patients au niveau, on va faire en sorte que ce soit plus ergonomique pour eux, et finalement, c'est nous qui décidons quand même les sujets de ce qu'on aura à traiter? Est-ce qu'on est d'accord de s'engager dans une relation un petit peu plus profonde, pour essayer de voir ce qu'ils comprennent de ça, si on est d'accord de faire un pas de côté, aller voir un peu ce qui se passe, ou on est d'accord de tout mettre les sujets sur la table pour redéfinir c'est quoi les priorités de santé, c'est quoi les problématiques de prise en charge, c'est quoi les ressources des personnes, c'est quoi les besoins par rapport à leur vie réelle, et non pas le système de santé lui-même. Je dois dire que maintenant, avec mon expérience à la fois en réadaptation cardiovasculaire et au cabinet à Vesna, je veux dire que maintenant, une des questions qui se poserait, c'est comment on n'arrive pas encore à changer la modélisation des soins, alors qu'on connaît déjà ce modèle dont vous parliez précédemment de l'engagement, celui du partenariat, et puis même le modèle qui consiste à penser à la maladie chronique. Les gens ne sont pas des silos, des morceaux de cardiologie, des morceaux de diabète, des morceaux d'hypertension, et donc on n'a pas prétention à poser ça. Et donc la question ne se pose pas comme ça. La question se pose, ils ont besoin de faire de l'activité physique, ils ont besoin de changer peut-être leur alimentation, peut-être il faut repenser le système de santé à la hauteur des besoins des personnes, telles que les questions se posent. Oui, donc là on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire comme vous disiez, pourquoi on ne le fait pas? Parce que les organisations posent certainement problème. Et, donc et je finis peut-être pour conclure, comme ça vous allez terminer, puis vous poserez des questions après. J'ai aussi malheureusement la chance d'être administrateur de la Société européenne d'éducation thérapeutique. Donc ça veut dire que je fais partie aussi d'un organisme MESO qui conditionne la politique de santé en France du niveau de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis maintenant à peu près 5 ans, il est statutaire de manière structurelle dans la société européenne qu'il y ait des patients, et même au conseil d'administration, qui sont des personnes qui sont des décideurs à part égale, des décisions sur les problèmes, sur les programmes de soins, sur la définition de l'éducation thérapeutique, sur les modélisations et les prises en charge. Voilà. Merci Frédéric Sittard. Est-ce que je, oui, Xenia, bien sûr, Xenia Thébault. Donc je reviens sur l'expérience des patients partenaires. J'ai eu la chance d'être sollicitée pour participer à l'université, au Geneva Summer School. J'adore parce qu'il y a des étudiants qui viennent du monde entier et pendant une semaine, on travaille. Donc je fais une petite conférence et puis ensuite je coach les étudiants tous les jours. Ça demande beaucoup d'énergie, mais je ne suis jamais fatiguée parce que c'est tellement stimulant. Ils font des projets qu'ils peuvent réaliser ou pas. Et puis, c'est toujours dans le domaine de la qualité de vie et puis les solutions digitales dans les applications de vieillissement, dans les méthodes
de mieux vieillir. Le mieux vieillir. Merci. Et quel est le profil, de ces étudiants dont vous parlez? C'est toutes les personnes qui ont envie de travailler dans un domaine où la qualité de vie est importante. Donc ça peut être avec des personnes âgées. Et puis puisqu'on parle de personnes de vieillir mieux, je suis à la fois coach et je suis à la fois sujet aussi, puisque je suis une personne âgée. Donc je peux échanger. je pourrais être la mère ou la grand-mère des étudiants. Mais c'est très bien que tu dises ça, parce que, mais j'adore. Parce que cette question de ne pas rester cantonné dans un rôle de malade, qui parle de la résonance de qui tu es, amène une dimension au-delà de ce qui est attendu, ce qui me paraît nécessaire. En fait. Et c'est vrai que c'est une position plus confortable pour moi, de dire, voilà, je suis une personne âgée, par contre, je suis très dynamique, tout va bien, tout va bien. Mais les échanges avec les étudiants sont incroyables. Et ça va se refaire cette année du 1er au 5 juillet. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ma petite conférence, je parle de l'art dans la santé. Maintenant, on va dire les technologies de bien vieillir, c'est une chose. Qu'est-ce que l'art vient faire là-dedans? J'ai décidé de le faire et je parle du rôle du patient partenaire et de ce qu'on peut apporter et avec les professionnels et ça les éclaire. Je parle des infarctus chez les femmes qui ne sont souvent pas directement détectés parce que les symptômes sont différents. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de femmes en réadaptation cardiaque. Pourquoi? Parce que souvent les femmes décèdent lors de leur premier infarctus. Et c'était un petit peu, pas un cheval de bataille, mais je voulais informer et pour la prévention chez les femmes de l'infarctus. Et une année, il y avait une étudiante qui a presque fondu en larmes et qui a dit, voilà, ma mère est décédée d'un infarctus. Et puis on a créé des liens très, très, très forts. Et elle fait beaucoup pour les femmes. Elle est sur LinkedIn, elle fait des vidéos, elle fait des conférences TED, elle est très active. Mais il y a un lien qui s'est fait parce que quelque part, je lui ai donné comme un choc électrique, je ne sais pas. Et ça, c'est génial. Et je ne parle pas de mes autres expériences, parce qu'il y a toujours des petites histoires qui sont très agréables. Je vais donc faire un retour avec Xenia 2 secondes. Oui, bien sûr. On n'a pas énormément de temps, mais allez-y. Oui, donc Xenia, en fait, elle intervient aussi en patiente partenaire témoin, pour donner du témoignage. Elle est aussi co-constructrice de programmes en réadaptation cardiovasculaire. D'accord. Elle est aussi co-animatrice d'activités, voire elle est animatrice toute seule quand je ne suis pas là, en particulier. Donc, elle a pris aussi notre place. Voilà, il y a d'autres situations. Je fais aussi de la formation professionnelle avec des patients en post-grade, avec des patients qui sont des patients formateurs. D'accord. Et là, moi, ce qui me frappe aussi bien dans le témoignage de Pierre tout à l'heure que dans votre témoignage, Xenia, et apparemment dans ce que semble dire aussi Frédéric Sitaram, c'est le bon accueil. Alors moi, j'ai vu Pierre avec des étudiants il n'y a pas très longtemps, et j'étais frappé de voir le bon accueil qu'il leur faisait. Ces étudiants étaient tous des soignants. Et je me suis posé des questions en termes d'organisation du travail et j'avais envie de me tourner vers Fatima qui a vu ça ailleurs. Parce qu'un des éléments de l'organisation du travail, c'est la résistance, évidemment, à l'arrivée d'un nouvel acteur. Et là, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, que les gens l'accueillent assez volontiers. Et est-ce que peut-être tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, sur ces processus organisationnels d'intégration de ces nouveaux acteurs, de ce que tu as pu voir dans tes recherches en France et de ce qu'on peut lire aussi peut-être dans des recherches là-dessus à l'étranger, de voir si peut-être, selon les systèmes de santé et selon les formations peut-être des professionnels, il y a des différences dans l'accueil qui est réservé aux patients et donc dans la facilité de la mise en œuvre de ces transformations. Ma réponse va être un peu nuancée. Ce qui est présent dans tous les cas et dans tous les pays, merci beaucoup, c'est effectivement le profil des personnes, le profil des patients partenaires et aussi l'ouverture d'esprit des professionnels. Est-ce qu'il y a déjà une opposition de principe ou pas? Donc, c'est ça qui est très difficile,
c'est que dans ces relations-là, il y a une part de subjectivité qui est très très importante. Et justement, normalement, dans les organisations, l'objectif, c'est de formaliser, de maîtriser au maximum cette part de subjectivité. On peut le faire, il y a des outils dans le chapitre sur lequel on travaille avec Maëlle, il y a des éléments qui émergent dans la littérature et puis dans les expériences que l'on peut vivre. Il y a des éléments dans la reconnaissance, il y a des éléments dans le travail souterrain, j'ai envie de dire, qui se fait dans les organisations pour faire des patients partenaires, je dirais pas des professionnels, mais en tout cas des acteurs dont la présence est légitime et justifiée dans les organisations. Mais en même temps, c'est l'équilibre très délicat parce que trop de formalisme tue le partenariat. Et on le voit dans le cas de la France. L'obligation, créer de manière ad hoc comme ça des structures, des dispositifs pour obliger le partenariat, ben c'est au contraire, hein, c'est pas une garantie, c'est au contraire, c'est un frein. Donc c'est vraiment un équilibre subtil. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui est intéressant, on parle beaucoup de réformer les systèmes dans le monde entier. Je pense que la réforme, elle se fera avec les usagers, pas que les patients, mais dans tous les domaines ou pas. Parce que là, actuellement, je vous donne un exemple simple, l'organisation des rendez-vous à l'hôpital. On organise les rendez-vous en fonction de la disponibilité des professionnels, des équipements, des locaux, etc., etc. L'approche partenariat ou l'approche centrée patient, etc., supposerait qu'on organise en fonction des besoins du patient. Donc, je vous laisse imaginer toute la réorganisation nécessaire. Donc, vraiment, là, au stade où on en est, l'organisation peut aider à avancer, mais à un moment ou à un autre, elle est elle-même un facteur de blocage. Je suis un peu nuancée, mais... Non, c'est pas nuancé, c'est assez clair. Dans le temps, c'est pas la même. C'est une solution, mais à un moment, ça deviendra le problème, le vrai problème. Moi, ce qui me choque quand vous dites ça, c'est pas ce que vous êtes en train de me dire qui me choque. C'est parce que quand vous dites finalement, il faut trouver un équilibre tacite entre subjectivité et objectivité. Si j'enlève le mot patient, je parle d'une assemblée constituante. Donc, par exemple, dans une institution publique, je dis, alors, on va pas faire la parité pour les femmes et les hommes. Est-ce que ça pose des problèmes de objectivité, subjectivité, ça va pas bien se passer si c'est trop cadré. Moi, je pense que des vrais partenaires, c'est assumer le fait qu'on a besoin d'avoir plusieurs personnes interdisciplinaires. Et les patients, si on les met dans une situation comme celle-ci d'expertise de leur vie en tant que personnes qui ont un problème de santé, il faut les assumer comme telles. Aujourd'hui, si on prend des nuances autour de cette histoire, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que peut-être n'importe qui ne peut pas être dans une posture de partenariat parce que peut-être qu'il y a des présupposés relationnels, peut-être qu'il y a des présupposés aussi organisationnels, peut-être aussi une capacité d'insight ou de redonner le message de ce qu'ils sont en train de vivre, non pas comme on aimerait qu'ils le disent, mais à la fois clairement posé comme ils le pensent, sans être en opposition systématique, par exemple, pour être dans quelque chose de constructif, c'est clair que c'est une nécessité. Mais en même temps, je crois qu'il faut assumer aussi ça. Et puis ces choix, ça ne peut pas être de la cooptation seulement, mais ça peut être aussi quelque chose qui ouvre des dimensions de formation, même pour nous en tant que professionnels de santé. Enfin, surtout pour nous en tant que professionnels de santé. Justement, peut-être que d'avoir si peu de patients avec nous en tant que personnes dans une interprofessionnalité, avec un nombre incroyable de soignants autour, n'aide pas à avoir vraiment quelque chose qui soit, on va dire, éthiquement sans biais méthodologique d'inclusion, par exemple. Et puis je ne vous parle même pas de l'idée qu'il puisse être payé par une institution, ou dépendant d'une institution dans un programme. Pour moi, là, c'est no-show en termes de liberté. Et même si c'est important pour une institution. Je le dis clairement comme je le pense, c'est entre nous. Là, on voit commencer à émerger effectivement les enjeux, les conflictuels de l'organisation du travail, qui nous expliquent aussi pourquoi c'est un phénomène qui avance très progressivement et très doucement, malgré... Si on regarde l'idée que les usagers ne pensent que ce qu'on a envie qu'ils disent, alors on fait comme ça. Ça s'appelle du marketing, je pense. En tout cas, je voulais... Alors, malheureusement, le temps avance très très vite, donc je voulais en tout cas vous remercier. On voit bien que c'est un débat important et je suis vraiment très heureux d'avoir pu
montrer un tout petit extrait à notre audience Petite chose de à ce dire. qui se fait en termes de partenariat patient, et je vais vous laisser effectivement la conclusion. Non, juste une chose. Frédéric En Sita. Suisse, l'éducation thérapeutique sur le plan fédéral, ça n'existe pas. Par contre, il y a un concept qui s'appelle promotion à l'autogestion. Alors, moi, je suis français de formation et je suis ici depuis 2009. Je trouve que c'est très malin d'avoir amené le concept de promotion à l'autogestion parce que ça ouvre aux dimensions de la promotion de la santé. Et c'est pas centré sur la maladie. Donc, ça ouvre aussi à un concept qui consiste à dire que les personnes, elles ont des choses à dire en tant que personnes, aussi dans des dimensions salutogènes et non pas liées à la maladie seulement. Ça ouvre aussi à des perspectives qui sont en rapport avec les besoins concrets de la vie quotidienne et ça inclut les proches et les aidants dans l'histoire et les systèmes de santé comme étant des collaborateurs ou des partenaires qui se respectent et qui dialoguent de manière intelligente. Je suis Oui, Pierre. d'ailleurs dans un groupe des gens du besoin à l'OFSP dans le self-management. 4 fois par année, une séance Ah, c'est très important. à Berne. Ouais. C'est très intéressant. D'accord. J'ai découvert qu'il y a une prédisposition des patients partenaires. Voilà, j'avais jamais remarqué ça, Ah oui, mais oui. il y a une prédisposition. Ouais. Et parce qu'il y a des points communs qu'on trouve chez chaque patient partenaire. Ouais. C'est la générosité. On est une grande famille, à quelque part. Vous êtes formidable. Non, mais merci. En tout cas, ça nous a montré ces échanges riches et étaient passionnants. Et ça nous a montré effectivement à quel point il y a une diversité d'enjeux à réfléchir en termes de formation des patients partenaires, en termes d'identification des patients qui pourraient le devenir, en termes de dispositifs à mettre en place, en termes de sensibilisation des professionnels autour d'eux, au fond, toutes des questions qui sont des questions de ressources organisationnelles à mettre autour de cet élan qui existe aujourd'hui et qui vise à améliorer l'engagement des patients à tous les niveaux de notre institution, de nos institutions de santé. En tout cas, je vous remercie chaleureusement d'avoir témoigné et d'avoir un peu débattu aussi et discuté de ces enjeux qui sont essentiels et sur lesquels on devra revenir peut-être régulièrement pour explorer chacun des points, puis pour explorer la manière dont ça a évolué, parce qu'on est au tout début d'un mouvement. Et en tout cas, merci pour cette jolie table ronde et les échanges que nous avons eus qui pourront se poursuivre juste après la prochaine cérémonie de remise des diplômes à l'occasion d'un buffet qui est organisé dans la fondation juste derrière nous. Et donc, il ne faudra pas hésiter, maintenant que vous les avez repérés, à venir discuter avec chacun de nos invités qui ont évidemment chacun a beaucoup plus à dire que ce qui a pu être dit ici. Et donc, en tout cas, moi, je suis assez frustré toujours de ne pas aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup.